pasteur, thérapeute, sexologue, auteur, et oui, il en faut. Missionnaires au Laos en famille, ils ont dirigé des équipes internationales, créé des programmes de développement. Au cœur du service, cette année, c'est là qu'est né le désir d'aider des couples pastoraux, des missionnaires, sur le terrain. C'est ainsi que naît Cœur de berger. C'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle aime. Alors je vous propose de découvrir avec moi une bergère pas comme les autres, Rachel Mickel Dufour. Et oui, vous avez hâte de la rencontrer, moi aussi. Elle est sur le plateau avec moi, Rachel Mickel Dufour. Bienvenue. Bonjour Nat. Ravie de t'avoir ici. Ah, moi aussi, je suis ravie d'être là. Tu es prête? Prête. Ils ont envie de te connaître. Au travers de notre séquence portrait, dans quelques secondes, restez en ligne. Alors Rachel, qui est Rachel? Alors Rachel, c'est une petite boîte juste à ta gauche. Tu veux que je la prenne maintenant? Tu peux la prendre. D'accord. Tu la prends. Tu peux l'ouvrir. Et tu vas découvrir certaines choses. Ok. Alors, tu veux commencer? Vas-y, tu peux prendre un objet et puis voilà. Tu veux que je te parle de cet objet-là? Ouais, il y a encore un autre qui est associé à cela, un stéthoscope. Ah ouais. Et une lame de scalpel? Exact. Mais je voulais être chirurgien. Exact. Et que tu aimes bien disséquer aussi? Tout, oui. J'ai commencé à disséquer. On ramène le rat mort, comme ça on va essayer. Non, j'ai pas osé. Ah ouais, c'est vrai, quand j'étais petite, je ramassais Tu crois que tu veux leur dire Oui, des internautes? Je ramassais les animaux morts pour les disséquer, pour voir comment c'était fait à l'intérieur. Et donc, j'avais dans le fond du jardin, chez mes parents, installé un petit abri, là, où j'avais fait mon petit atelier dissection. Ton laboratoire? Mon laboratoire, c'est ça. Je voulais être chirurgien et partir en mission. Waouh. Donc, tu aimes bien comprendre le fonctionnement des choses? Oui, j'aime bien aller creuser, chercher à l'intérieur, trouver des solutions. Hein. C'est pour ça que je voulais être chirurgien, soigner les gens. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans la boîte? Après, alors ça, c'est un boubou africain. Exactement, qui est associé à quelque chose d'autre. Oh bébé, tu veux que je te fasse la démo? Parce que je sais que oui, tu aimes beaucoup l'Afrique. Salut, jeune homme. Et je me rappelle que tu avais dit, moi je sais attacher les Moi, je sais attacher les bébés dans le dos. Ah bah vas-y, chiche, on veut te voir attacher les enfants. On va dire qu'il est Dis, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. 9h50, tu dois aller au culte et il faut vite attacher ton bébé. Comment ça se passe? Et ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas attaché le bébé dans le dos. Alors attention, toutes les personnes d'origine d'Afrique te regardent. Mesdames, Maman Pasteur va vous faire la démo. Donc, je le mets là. Ok. Je le passe derrière. D'accord. Je le mets sur le dos. Okay. Je le coince comme ça. Normalement, il y a du poids, hein, tu vois. Oui, mais c'est un bébé. Il ne tombe pas. Non, là, c'est un petit bébé factif. Et après, je le mets comme ça. Et après, sous les bras, il est un peu petit, ton bébé. Oui. Les mamans africaines, on le met sous le bras. Après, on l'amène devant. Waouh. Il est un peu court, ton truc. Un peu court, ouais. Mais bon, on va faire quand même. Comme ça. Après, on prend ça, on le passe sous les jambes. Waouh. Tu veux voir? Bah oui. Où sont les jambes du bébé? Donc, tu imagines les jambes qui passent autour de moi. Ouais. Tu le passes sous les jambes. Puis, tu le remontes comme ça. Puis, tu l'attaches ici. Tes enfants, tu les as attachés comme ça ou pas? Tous. Tous? Les 5, je faisais le ménage comme ça, s'ils n'arrivaient pas à dormir. Bon, normalement, on passe en dessous, hein, comme ça, je sais, mesdames. C'est pas tout à fait exact. C'est un peu court. Normalement, tu roules comme ça de l'autre côté, et hop. Waouh, excellent. Eh ben voilà, si vous n'arrivez pas, vous avez besoin d'un atelier pour attacher. Comment on dit ça? C'est un nom particulier? Bah, je sais pas. L'attache bébé. Tu mets sur ton doigt avec ton boubou, quoi. Ouais. Puis tu le descends comme ça, tu détaches, tu le tiens. Tu le tiens, oui. Pour pas le lâcher, puis tu le ramènes devant. Bravo Rachel. Là, t'as réussi. Tu as gardé la main. Tu doutais? Bah oui, je me suis dit. Elle a dû oublier. Non, je vais pas oublier. J'ai fait ça toute ma vie avec nos enfants petits. Ouais. Les 5 sur mon dos comme ça. Et il y a aussi un autre objet, je voudrais que tu sortes. Tu veux... Non, là, tu veux pas que je te fasse une démonstration. Non. Hein. On m'a dit que tu mets bien. Je suis très compétitive. Ouais. Et mon père était un vrai champion de tennis de table. Et donc, oui, je peux jouer comme ça, et des deux mains. D'accord. Un peu garçon manqué, si tu veux, ou non, pas vraiment? Je sais pas. Mais tu aimes J'ai bien. toujours eu les ongles longs quand même. Et puis, je joue au baby-foot aussi. Enfin, je jouais, hein. Et donc, ma grande technique, c'était de dire « Oh, je ne sais pas trop jouer, il faut y aller doucement. » Et ton Et équipe... en fait,
Je mettais des pâtés au gars devant moi. Et après, une fois que j'avais gagné une fois, je ne jouais plus. On restait sur la victoire. C'était terminé, on reste sur la victoire. Ça les rendait dingues. Ben, merci beaucoup Rachel. Merci Nat. Et à tout de suite pour notre prochaine séquence. Nous revoilà après cette interlude. On est parti en Afrique. Le bébé dort, tout va bien. Le bébé dort, tout va bien. On est là pour notre regard croisé. D'accord. Tu connais un peu le procédé. J'ai demandé à plusieurs personnes autour de toi de nous partager un peu. Donc je te laisse cet iPad, tu déclenches et tu découvres. Oh. Bonjour Rachel. Bonjour Christiane. Un petit coucou pendant ton émission avec Nat. Pour te dire merci pour la personne que tu es. Moi, je remercie le Seigneur de t'avoir mis sur ma route parce que tu es une personne très courageuse, très vaillante et tu me donnes vraiment la possibilité dans tous nos échanges d'être moi-même, de pouvoir dire les choses et ça, c'est précieux. Tu es une femme brillante aussi parce que tout ton parcours en témoigne. Et un exemple aussi à suivre. Tu as une famille merveilleuse que tu as su élever aux côtés d'Éric et un ministère extrêmement précieux pour les couples pastoraux et en particulier pour mon couple, à Christophe et moi. Et je voulais juste te dire merci pour la belle personne que tu étais. Et te dire de continuer à aller peut-être sur des terrains sur lesquels d'autres ne vont pas, en particulier ton combat aussi pour les femmes, pour leur identité et pour la reconnaissance aussi de leur ministère. Donc merci pour tout ça et peut-être si j'avais une petite question à te poser. Ce serait, voilà, comment tu te projettes pour les 10 prochaines années? Tu as déjà tellement accompli, déjà tellement fait, que voilà, ça m'intéresse de le savoir. Et je te souhaite une très belle émission avec Nathalie et je te dis à très bientôt. Bonjour Rachel, alors je voulais simplement te faire un petit coucou, te dire merci. Voilà, merci d'être là, merci d'être cette fille formidable avec qui j'ai partagé 30 années de ma vie. Céline, j'espère tu bien vas pas encore pleurer, hein. les 30 ou 40 qui suivront. Ben oui. Une minute pour moi, ce n'est vraiment pas assez. Tu le sais, je suis bavarde, mais quand je pense à toi, je n'ai que de bons souvenirs. Ces souvenirs d'enfance, d'adolescente, ces souvenirs de fiançailles, de la naissance des enfants, de vos voyages à travers le monde, de cette quiétude que tu peux emmener avec toi et voilà, de cet immense plaisir que j'ai à te retrouver à chaque fois. Et voilà, je voulais simplement te dire qu'il ne faut rien changer et ça j'en suis certaine. La vie nous emmènera, nous séparera à la fois, mais nous ramènera toujours l'une vers l'autre et je suis fière, vraiment très fière d'être ton amie. Je t'aime vraiment très fort. Je t'embrasse. Nous avons choisi le mot aimante. Nous avons choisi ce mot parce qu'avant même de rencontrer ces belles filles, elle a choisi de nous aimer sans condition. One way to describe my mom is strong. We chose the word strong because Rachel is not afraid to do whatever God asks of her and she'll do whatever it takes to do it. Si je devais décrire maman, je dirais une maman ours. Parce que d'un côté, elle est très chaleureuse et très protective de ses enfants. Et de l'autre côté, elle est très puissante. Le mot qu'on a choisi pour Rachel, c'est sécurité. Parce que chaque fois qu'on est avec elle, on se sent comme tout va bien se passer et qu'on est à la maison. Le mot que j'ai choisi pour maman, c'est fiable. Parce que maman est toujours là pour toi, pour connecter ou pour t'aider. Waouh. Magnifique. T'es 5 poussins, comme je dis. 5 poussins, c'est vrai. Et leur femme maintenant. Et leur femme et leur épouse. Et leur épouse, ouais. Une femme vaillante, une maman ours. Oui, c'est vrai. Protectrice. Oui. C'est ce que tu es. Ah oui. Il ne faut pas toucher à mes enfants. Oui, c'est vrai. Et on a découvert Céline, c'est ton amie d'enfance? Alors, on était au lycée ensemble. Céline, c'est vrai que ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Elle était là quand Eric est rentré dans ma vie, en fait. C'est marrant parce que je lui ai dit, tu sais, Asga, à l'église, qui vient, parce qu'il vient boire le café avec moi. Bon, c'est pas le premier qui venait boire le café avec moi, mais lui, ça durait. Et puis, je lui avais pas dit, bon, maintenant, ça suffit. Elle me disait, ah, il est red dingue de toi. Je dis, non. Elle l'avait vu avant, en fait. Donc, elle était là au tout début de notre histoire, Céline. Et c'est vrai que la vie nous a séparés. Enfin, on est partis vivre ailleurs.
Mais je suis toujours restée en contact avec elle. Elle est restée dans la ville de Nevers où on s'est rencontrés, d'où Eric était originaire. Et sa démarche avec Dieu, elle est très différente de la mienne, hein, parce qu'elle n'est pas sûre que Dieu existe, hein, ma Céline. mais en fait, elle a toujours respecté ma foi. Et puis, ouais, je l'aime beaucoup, Céline. Ouais, on sent des liens d'amitié très, très forts. Très fort, ouais. On est très différentes, en même temps très semblables. On était vraiment, vraiment grandes amies au lycée et on ne s'est jamais perdu de vue. Et Christiane? Christiane, et j'aime beaucoup Christiane aussi. Merci Christiane. De l'église Emelka. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que je pense qu'elle représente toutes ces femmes que j'aide à développer leur ministère. Je suis très honorée d'être à leur côté. Moi, je crois dans le ministère féminin, obviously, comme on dit en anglais. Et oui, je suis fière de pouvoir les aider à se développer, à découvrir qui Dieu a créé en elles. Christiane est un superbe exemple, elle est magnifique aussi. Merci beaucoup Rachel. Merci Nat. À tout de suite. Alors Rachel, on est là pour notre moment cœur à cœur. Et pour ce moment cœur à cœur, pour la première fois, je vais te dire de prendre ce mini iPad. Tu vas l'ouvrir. D'accord. Et voilà. Ouais. Quel âge as-tu sur cette photo? Je pense que j'ai 5 ans, un truc de ce goût-là. Ouais. Petite enfance. Et qu'est-ce que tu aimais faire à cet âge, une petite jeune fille pleine de vie? Oui, on était 4. Donc j'ai un frère qui a quelques mois, un an de plus que moi, et j'ai 2 sœurs en dessous de moi. En fait, on a beaucoup joué ensemble. Et j'ai des souvenirs de beaucoup de jeux avec mon frère et mes sœurs. On jouait à l'église aussi. Et tu étais une petite fille assez sage, assez... Alors, qu'est-ce qu'on met derrière sage? Comment dirais-je? Oui, j'étais très, très sage. Enfin, très, très en commande aussi. Je pense que j'étais assez expiègle et entreprenante. Et on passe à la deuxième. Vas-y, passe à la deuxième photo. Voilà, mon frère et mes sœurs. Oui, encore un peu, on était sur les 4 filles du docteur March, mais il y a un garçon au milieu. Voilà, il y a Jean-David, après c'est moi, après c'est Esther et puis Ruth. D'accord. Et on est nés en 5 ans d'écart, je crois, de 71 à 75. Donc même pas 5 ans de différence. Ouais, on a grandi très proches en fait. On a beaucoup joué dans cette cage-là, dans cette cage à poules, dans le jardin, dans le parc à Nevers. En fait, on a beaucoup joué dans cet endroit-là. Oui, vraiment. Donc les filles sont en force. Et le fait d'avoir un frère dans la fratrie, est-ce que ça fait une grosse différence au quotidien ou... Je pense qu'on faisait des jeux. Il faisait des jeux avec nous pas mal. Et puis on faisait des jeux avec lui aussi. Donc on jouait à des chasses au trésor. Il faisait de la couture pour nos poupées. Enfin, carrément. Carrément, oui. Parce que moi, j'ai lu un article sur le fait d'avoir un frère. Oui. On dit, le fait d'avoir un frère dans une fratrie, on peut le voir comme le roi qui va redonner du sourire à ses sœurs. Oui. En sa compagnie, les dragueurs relous vous fichent la paix. Waouh. Est-ce que c'était ça? Est-ce qu'il avait des potes charmants ou on était très proches. Il dit toujours la vérité. Il était très entreprenant. Et en fait, on s'est un peu battu pour le rôle d'aîné, je pense. Ouais. Et Jean-David, je pense que j'ai gagné, hein, je suis désolée, si jamais tu regardes. Mais on était proches en âge et puis il était peut-être plus craintif que moi, je crois. Donc en fait, je l'ai défendu, mon frère et mes sœurs, dans la cour de récré. C'est moi qui donnais du coup de poing pour défendre la maman, la fratrie. Déjà qui apparaissait. Vraiment, ouais, c'est vrai. Je me souviens taper dans la cour de récré parce que quelqu'un embêtait mon frère. En maternelle. Wow, fallait pas chercher. On peut pas toucher la famille, là. Donc, il était, je pense qu'il équilibrait le fait qu'on soit 3 sœurs, mais bon, on était une super fratrie. Super complice, c'est ce que j'ai compris aussi. Oui, vraiment. Alors, l'autre photo, on voit les sœurs. Ouf. Les sœurs ensemble. Oui, avec mon petit chien qui s'appelait Loulou. Non, il s'appelait, non, pas Loulou, Boléro, pardon. C'était le chien avant Loulou, Boléro. Oui. Et de quoi parlez-vous? De vos rêves, de l'avenir? En fait, on avait toutes on est jeunes là. Hein. Je pense que là, j'ai 15 ans. Donc, ça veut dire que ma sœur Esther, elle a 13 ans et demi. Et puis Ruth, elle a 12 ans. Quelque chose comme ça. On était très investis dans l'église. Ruth et Esther, elles faisaient pas mal de jeux. Je pense que c'est un petit peu plus tard, mais elles jouaient au jeu Ictus. Tu te souviens du jeu Ictus? Pas du tout. C'était un jeu biblique, il fallait répondre aux questions. C'était des vrais pros, toutes les deux. Puis moi, j'étais dans ma phase médecine. Hein, là. Je partais faire des études de médecine. D'accord. J'ai rencontré Eric à ce moment-là, pas très loin là. Et petite sœur, forcément, elles t'ont manqué? Comment ça s'est passé la séparation ou... En fait, on les voyait quand même régulièrement. Elles sont parties faire leurs études. Après, nos chemins se sont un peu distancés. Avec Esther, je suis restée très proche de Ruth. Donc, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir perdu le contact. Vous avez fait les 400 coups ensemble ou pas du tout? Oui, on a fait les 400 coups. C'est qui couvrait les...
C'est moi. La plus espiègle, c'était Esther, hein, quand même. C'est Esther. Et la plus sage, c'était Ruth. Et moi, je couvrais tout ça. On peut passer à la prochaine. Bah là, c'est mon baptême. Ouais. Donc en fait, j'ai 12 ans là. Et alors, tu es petite fille de pasteur, Oui. fille de pasteur, Oui. femme de pasteur, pasteur toi-même. Oui. Et je me rappelle avoir vu de toi un article où, bon, tu es dans un, on peut dire, un univers un peu pasteurisé avec ses joies et ses difficultés. C'est ça. Et comme dans n'importe quelle famille. Et il me semble t'avoir entendu dire que ce n'est pas évident en tant qu'enfant de pasteur. Il y a une pression. Oui. Une pression, le regard des autres, d'être dans un monde... On est comme dans un aquarium. Voilà. Tout le monde te regarde. Se construire en tant qu'enfant de pasteur, ce n'est pas facile. Non. Est-ce que c'est des choses qui te marquent énormément? Oui. Comment tu as pu gérer cela? Oui, c'est vrai. Peut-être des enfants de pasteurs nous écoutent aussi également. C'est pas évident, on porte vraiment quelque chose sur soi et voilà. Il y a ce besoin, cette nécessité d'être parfait, sans défaut, parce que sinon tu nuis au ministère de tes parents et donc tu nuis à Dieu. C'est jamais dit, hein, mais c'est ressenti. Ouais, c'est ressenti comme ça. Et nos enfants l'ont ressenti de la même façon. Pourtant, on a vraiment fait super attention. Mais tu as cette espèce de pression de ne pas être parfait, donc pas de défaut, pas avoir besoin de dépendre des autres. Donc il faut arriver à se construire malgré ça. Et puis, bien sûr qu'on n'est pas parfait. Bien sûr qu'on n'a pas besoin d'être parfait, en fait. Mais la pression est là, et pas forcément, les gens le font, pas forcément exprès, mais tu vois, quand tu es les enfants du pasteur, ben, tu dois bien te tenir. Et vous en parlez avec tes sœurs et frères, dire, oh là là, moi j'en ai assez, hein, tant pis. Hein. Est-ce que ça vous arrivait de dire... Non, on n'en parlait pas. Ouais. Je pense pas qu'on en parlait avec... Non, on n'en parlait pas. On en a beaucoup parlé, nous, avec nos enfants, Eric et moi. Mais quand on était dans la fratrie, je pense qu'on n'avait pas assez de recul pour se rendre compte de ça. Aujourd'hui, en tant que maman, et puis adulte, quoi, je m'en suis rendu compte. Mais quand on était dedans, c'était juste la norme. Hein. C'était juste la norme d'être observé en permanence. Et nous, on n'avait pas le droit d'avoir un truc de travers, quoi. C'est une forte pression, hein, pour les enfants de pasteurs, c'est vrai. Donc... Messieurs et mesdames qui nous regardez, soyez avec plein de compassion pour les enfants de vos pasteurs. Ils ont le droit de ne pas être parfaits, de faire des bêtises aussi. Ok, donc tu as laissé tes enfants aussi faire des bêtises. Ah oui, et tu veux que je te raconte une? Ah bon, on va te faire rencontrer, mais juste avant, on va... Je continue? Tu peux continuer. Ok, là c'est mon grand-père Michael, donc c'est le père, le catalan de la famille, avec moi toute petite. Alors là, je ne sais pas, j'ai peut-être 2 ans, quoi. J'ai vraiment 2 ans là. Tu as encore des souvenirs de ton grand-père? Oui, bien sûr. Oui. La pastèque, la fougasse, le soleil. Voilà, Perpignan, catalan, il ne parlait pas français, pas vraiment. Je pense qu'il comprenait quand même, parce qu'il a vécu en France longtemps. Mais... Donc on n'arrivait pas à discuter, c'était un petit peu dommage, parce que nous on ne parle pas catalan. C'est vraiment dommage ça. Tu as envie d'apprendre peut-être? Bon, je pense que c'est trop tard. Mais oui, ça aurait été sympa. C'est jamais trop tard, Rachel. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, en fait, je suis très fière d'être catalane, même si je ne parle pas catalan, c'est assez pathétique. Parce que des fois, ça m'amuse pas mal de dire que je suis catalane. Tu le comprends? Si tu l'entends, tu comprendras? Non, je ne comprends pas. Eric, qui parle espagnol, comprend mieux que moi. En fait, Eric aurait pu avoir des conversations avec mon grand-père, mais bon, on se comprenait quand même. Et puis notre père traduisait, mais voilà. Grand-père Michael, donc c'est tout cet héritage de la fierté d'être catalan. Si elle est catalan, je vous embrasse. Ah. Je ne sais pas si on dit oh là non, ça c'est pas non. Tu vois, je ne saurais même pas te dire ce qu'on me dit. Mon père, il va dire ah là c'est pathétique. On va passer à la suivante. D'accord. Et bien là, c'est notre premier. C'est ton premier. J'ai 19 ans là. Et je suis très fatiguée. L'accouchement était difficile. Et je suis rentrée à la maison avec ce tout petit l'aîné prématuré, 7 semaines en avance. Il est beau, hein. Et maintenant, c'est lui qui fait 1m92 ou 13, ou je sais pas, il est très grand. Et puis, je me souviens rentrer à la maison avec ce tout petit. Déjà, on est sorti de l'hôpital sans lui parce qu'il était prémat, donc ils l'ont gardé. Une journée de plus, il ne voulait pas nous le rendre parce qu'il trouvait qu'on était trop jeunes. Puis on a tu as l'air très jeune sur cette photo. Non, mais c'est 19 ans. Ils avaient peur qu'on ne sache pas quoi faire parce qu'ils ne savaient pas bien téter, etc. Et donc, on a signé une décharge pour le prendre. Il rentre à la maison. Puis Eric est reparti travailler. J'étais là avec ce truc-là. Qu'est-ce que je fais avec lui, quoi? Et j'ai eu un moment de vertige. Et souvent, les mamans me racontent ça. J'ai eu un moment de vertige où je me suis dit oh, toute sa vie dépend de moi maintenant. Il va falloir que je lui fasse à manger tous les jours. C'était mon stress et mon angoisse. Et puis voilà, Dieu nous a aidés. Mais si tu vas sur la photo d'après, ouais, il y a toute la famille. Il y a toute la famille. Comment on garde son calme et sa confiance avec 5 naissances entre juillet 92 et 99? Oui. Et janvier 99, quelle est la leçon que tu as appris de tout ça en fait? Qu'est-ce que ça... Déjà, c'était un choix d'avoir nos enfants proches. Donc, à cette époque-là, j'avais du mal à garder mon calme avec les gens
et le regard des gens. Ah oui. Parce qu'ils nous regardaient, puis ils comptaient comme ça. Puis après, ils faisaient... Et à un moment, tu as dû alors, je pétais un plomb. Alors là, je disais, eh oui, et en plus, on les a tous voulu. Enfin, c'était vraiment, à chaque fois, je devenais un peu agressive. On nous a expliqué la contraception, tout ça, qu'on pouvait arrêter. Mais nous, on les a voulu rapprocher pour qu'ils grandissent ensemble. Puis quand ils étaient ados, je t'assure qu'on n'a pas regretté. Est-ce que c'était le souvenir de toi, d'avoir grandi avec tes frères et sœurs? Tu dis, mais waouh, j'ai tellement aimé cette période. C'est vrai. J'ai une enfance super, vraiment on était proches, on s'est beaucoup amusés ensemble. Puis aussi, moi je suis très pratique, je suis très pratique. Je me suis dit, on fait les couches tous en même temps, on fait les jeux tous en même temps, on fait les genres de films. Le fait de grandir ensemble, puis je voulais aussi, on voulait démarrer jeune, pour tu vois là, on est encore jeunes et nos enfants sont grands et c'est génial. Enfin moi je regrette pas du tout. Et alors mon astuce pour y arriver, c'est que j'avais un coussin dans la chambre. Et que quand vraiment j'en pouvais plus parce qu'ils se disputaient ou c'était des garçons quoi, beaucoup de batailles. Eric était très content parce qu'il a joué au train pendant très longtemps, au Playmobil pendant très longtemps, etc. Moi je rentrais dans la chambre et je hurlais dans un coussin. Et après tu repartais. Après je repartais. Je disais, bon alors les gars, voilà ce qu'on va faire maintenant. Et c'est comme ça que j'ai tenu le coup. Et je dormais dès que je pouvais, en fait. Dès qu'il y en a un qui faisait la sieste, je faisais la sieste. Il faisait la sieste avec moi. Donc, je dormais le plus possible dans la journée par tranche. Et je criais dans un coussin. Je dis, Seigneur, tu m'aides. Et puis, à un moment donné aussi, Dieu m'a dit, c'est ta mission, quoi. Il faut que tu arrêtes. Parce que c'était pas évident d'avoir 5 garçons à élever, à éduquer. Je suis passée dans ma tête, chirurgien en mission. Pas forcément mariée, d'ailleurs. À marier avec 5 petits. Et d'un seul coup, mon ministère est passé un petit peu en sourdine. Est-ce que ça a provoqué en toi peut-être des frustrations à certains moments? Ah oui, j'ai eu des conversations avec Dieu un petit peu houleuses. Où je lui disais, alors pourquoi tu m'as appelée si maintenant je ne fais plus rien? Et je râlais pas mal. Et un jour, il m'a dit, Dieu m'a dit, si tu devais t'occuper de ces enfants comme pour un patron, comment est-ce que tu le ferais? Je dis, bonne question. Je le ferais de façon excellente, le mieux possible. C'est un grand thème pour moi. Je le ferai du mieux que je peux, avec ce que j'ai au moment où tu me le demandes. Et il a dit, c'est moi ton patron. Et je te demande d'élever ses fils et de faire des hommes de Dieu avec eux. Et avec Eric, ça a été notre mission. Et du coup, ça a changé ma perspective. Le rôle de maman, vous voyez, j'ai jamais arrêté de servir Dieu aux côtés d'Eric. Mais bon, quand même, je passais beaucoup de temps ou enceinte, ou à accoucher, ou à allaiter, ou à mettre mon bébé dans le dos. Mais ça m'a changé ma perspective. J'avoue que c'était beaucoup plus facile. Est-ce que tu t'es dit des fois en regardant lequel serait chirurgien? Est-ce que tu as pensé à ça? Non, jamais. Non, tu n'es jamais projeté pour dire non. Non. On les a élevés pour qu'ils s'envolent, pour qu'ils aiment Dieu. La seule chose qui nous importait, c'était qu'ils aiment Dieu et qu'ils soient qui Dieu avait fait d'eux en fait. Donc non, jamais. J'espère, je ne pense pas avoir mis de pression sur eux quant à leurs études. On leur a toujours dit, bon, il y a des trucs qui nous font plus peur évidemment, mais on voulait qu'ils aiment Dieu, qu'ils respectent. Le respect était très important dans notre famille. D'ailleurs, il me traite comme la reine, hein. Et mes belles-filles aussi, vraiment, c'est très beau à voir. Je confirme, je l'ai vu. Oui, c'est vrai, ils me traitent comme la reine. C'est Eric qui leur a appris ça. Et puis, qu'ils aient une notion de la valeur travail. Mais ensuite, travailler vraiment ce qu'ils voulaient. Je les ai vus, bravo. C'est une très, très belle réussite. Merci. On va passer à la prochaine photo. Oui, ça c'est mariage numéro 3. De notre 4e fils Adam, qui s'est marié en octobre, octobre, il n'y a pas longtemps. Et là, on te voit mettre... Oui, la petite, je ne sais pas comment on appelle ça, la rose, là. Et quand tu fais ça, tu te dis, waouh, ça y est, mes fils se marient. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On dit, ça y est, ils sont bons. Est-ce que c'est un brisement au cœur? Est-ce que tu te dis... C'est une bonne question, Nathalie. Est-ce que ce moment est arrivé? Est-ce que tu t'es préparée à ça? Pas du tout? Absolument. Et une de mes belles-filles a dit... Marie, la première, celle qui a épousé Nathan, on voit derrière Nathan sur la photo là. En fait, quand on a eu des fils, des garçons, on a choisi d'aimer nos belles-filles au moment où nos fils sont arrivés en fait. Donc de toujours, je me suis dit de toute façon mes belles-filles, je les aimerai, je choisis de les aimer. Et donc en fait, j'ai élevé, pour ma part, on les a élevés avec Eric, mais ma part, de mon côté, je me disais, je vais essayer d'en faire les meilleurs maris possibles. Et que mes belles-filles soient contentes et puis qu'on puisse avoir une bonne relation toutes les deux. Donc en fait, c'est comme un passage de bâton. Là, tu vois la rose, c'est comme un passage de bâton. En fait, ça m'a fait ça très fort au mariage de notre fils Nathan, le premier. Et ça s'est passé quand on dansait tous les deux. Moi, j'aime pas du tout danser. Ah oui.
Ben non, je sais pas danser. Et Nathan, mieux maintenant, il danse parce que sa femme danse, mais bon, on n'est pas très à l'aise, ni lui ni moi. Lui, il a fait beaucoup de progrès. Et on dansait tous les deux, et on dansait tous les deux tout seuls, et tout le monde nous regardait. Et en fait, on a discuté avec mon fils sur une belle musique qu'il avait choisie, et j'ai senti le cordon ombilical se couper. Wow. Et j'étais heureuse pour lui. Donc en fait, vraiment, quand un de nos fils rencontre sa future chérie et qu'on apprend à la découvrir, à l'aimer, qui se marie, pour moi, c'est mission accomplie, quoi. Et maintenant, on en a 2 à aimer au lieu d'1, donc c'est génial. Puis donc, qu'ils se marient ou pas, en fait, on les a élevés pour être des hommes. Des hommes plein de respect, plein d'amour de Dieu. Ok. À la prochaine photo. Ça, c'est mon chéri. Un duo de choc. Oui. Un chemin Eric parcouru. et Rachel, ça va bien ensemble. Hein. Oui. C'était l'homme qu'il te fallait? Absolument. Et pourquoi? Parce qu'il est mon complément. On est très différents. C'est lui qui m'apaise. Maintenant que je vais pleurer là maintenant. Nathalie, 2 fois. Hein. Bah oui, il est mon complément. C'est un homme qui aime Dieu de tout son cœur. Il est doux, ce que moi j'ai besoin d'apprendre. Hein. Il est patient, ce que moi j'ai besoin d'apprendre. Il est pour nous deux. Il a été un papa extraordinaire. Il l'est toujours. Un beau-père super aussi. C'est mon ami. C'est mon amant. C'est mon amoureux. C'est mon compagnon de service. Ouais. Je ne peux pas vivre sans mon chéri là. Et c'est celui aussi qui était avec toi, je pourrais dire, pour un... Je ne sais pas se dire un nouveau bébé qui est avec nous. Oui, c'est vrai. Ton livre. Je repose mon iPad? Oui, tu peux reposer ton iPad. Mon livre. Aura pour le VAGG. Oui. Tu es maintenant auteur. Oui. Une autre corde à ton arc. C'est très bien. Pourquoi ce titre? Et pourquoi ce sujet? Ok. Alors en fait, dans le cadre de notre ministère, je travaille avec les femmes. On s'occupe de pasteurs, de missionnaires, de femmes célibataires pour ma part, Eric d'hommes célibataires bien sûr. Et donc, bien sûr, une des problématiques qui revient souvent, c'est la sexualité. Que la femme dont je m'occupe soit mariée ou célibataire, bien sûr, c'est un sujet qui revient souvent au cœur de notre conversation. Et je ne trouvais pas de livre, il y a plein de livres super sur la sexualité. Mais je ne trouvais pas le livre qui contenait les réponses que j'avais besoin qu'elle lise en fait. Donc je t'ai dit, il n'existe pas, je vais l'écrire. Non, je ne me suis pas dit. Non, même pas. Parce que j'avais pas envie. Mais parce que j'aime pas écrire. T'aimes pas écrire? J'ai senti que Dieu me disait, bah, écoute, il n'existe pas parce que tu dois l'écrire. Je voulais un livre que je puisse recommander pour les célibataires et les mariés, parce que la sexualité nous concerne, que l'on soit célibataire ou marié. Je ne vais pas te faire le discours de mon livre, mais nous sommes des êtres sexués dès la naissance. Et donc, c'est venu sur mon cœur, il faut écrire ce livre. Mais dans la famille, c'est Eric qui a la plume facile. Il écrit très bien. Il a été ton relecteur? Il a été... Non, je pense qu'il a relu le dernier. Le dernier, ouais, il fallait qu'il soit fini, je pense, pour qu'il le lise. Mais il m'a beaucoup encouragée. Eric croit beaucoup en moi, ce qui est incroyable. Je pense qu'il croit plus en moi que je crois en moi. Donc c'est mon fan numéro 1. Donc il m'a beaucoup encouragée. Et à un moment donné, je n'arrivais pas à l'écrire et il fallait que je m'y mette. Et il m'a trouvé un chalet à la montagne. Je suis partie 5 jours, il s'est occupé de tout. Et je suis partie et j'ai fini le livre. Et effectivement, il croit plus dans le livre que moi. Alors pourquoi le titre, tu m'as demandé? Oui. Parce que je voulais écrire un livre pour célébrer la sexualité au féminin. Et je voulais en même temps qu'il soit drôle, parce que moi, je pense que je ne me prends pas au sérieux. Tu es drôle, oui. Ouais. Et je voulais un titre accrocheur. Je suis assez provocatrice aussi, donc je réfléchissais. Je l'ai écrit en anglais, le livre, parce que c'est plus facile pour moi en anglais. J'ai eu 2 super traductrices, puis des correctrices. Hein. Mais donc en anglais, je voulais célébrer, donc Oura s'est imposé. Puis ensuite, je voulais dire vagin, sans dire vagin. Ouais. Sans être vulgaire, parce que donc tous les petits mots ne me convenaient pas. J'ai demandé à mes fils, dites-moi tous les mots en anglais qui veulent dire vagin sans dire vagin. Ils m'ont fait une liste, je me suis dit, mais où vous avez appris ces mots qui ne convenaient pas du tout. Et puis en fait, vajj, ça veut dire vagin. C'est comme si on n'arrivait pas à dire vagin. C'est Oprah Winfrey qui l'a dit en premier. Elle voulait dire vagin et elle n'a pas osé le dire. Elle voulait dire vagina, elle a dit vajj. Et c'est devenu comme un petit mot. Ouais. Et comme en fait il n'existe pas, je pense qu'il existe dans toutes les langues. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui les gens me disent encore ça veut dire quoi, vajj, on ne sait pas trop comment le lire. Mais tu verras, dans quelques années, vajj, tout le monde saura ce que ça veut dire. C'est vagin. Alors tu es partie dans l'Amérique latine, en Équateur. Oui. Il y a des femmes, parce qu'il est en espagnol. Il est en espagnol, en anglais, français, Alors espagnol. comment reçoivent ces femmes qui viennent t'écouter, qui achètent ce livre entre les mains, que ce soit en France ou que ce soit à l'étranger, les pays que tu parcourras? Oui, oui. Comment elles reçoivent ceci? Alors, il y a 2 réactions. Embarras? Et les deux. Les deux?
T'as les gens, alors je sais pas si tu vois ma couverture, Oui, mais tu vois ma bien couverture. sûr, j'ai vu ta couverture. Tu vois le corps de femme. Et quand je travaille avec le graphiste, je lui ai demandé de me faire une couverture où tu as besoin de regarder un deuxième regard pour comprendre. Donc quand les femmes, donc je vais te dire déjà, quand les hommes prennent le livre, ils cherchent les photos. Ils m'ont dit, ah, mais il n'y a pas assez de photos. Mais les hommes lisent le livre aussi. Mais quand les femmes, elles le lisent, elles le regardent, elles le voient, et je vois les yeux qui pétillent. Alors certaines sont embarrassées, donc elles leur posent. Et puis elles viennent quand personne ne regarde pour le prendre à l'acheter. Ou alors tu as celles qui disent oh! Et qui parcourent, qui regardent et qui l'achètent en fait. Et en fait, en Amérique latine, tu sais, on m'avait dit c'est une culture pudique, un peu puritaine, il y a tout un background catholique, etc. Donc on m'avait dit il faut être prudente quand l'éditrice nous disait bon, tu viens faire la première conférence et en fait on va voir comment les femmes réagissent. J'ai été invitée pour la première conférence, on avait 1700 femmes quand même et j'étais une des oratrices principales sur ce sujet et en fait elles ont dévoré parce que justement comme c'est un contexte un peu puritain, eh bien voilà un thème non abordé et j'en parle avec un fondement biblique sans tabou. Je mets les mots là où il faut, c'est le cas de le dire. Je mets les mots là où il faut et en fait il y a des clés, des trésors et j'ai été très touchée par la soif en fait de ces femmes, des femmes qui prennent le livre entre leurs mains. Super. Ouais. Alors vous allez retrouver bien sûr les références de ce livre et puis c'est un livre les femmes peuvent offrir à leurs époux. Ah oui, oui, oui. Tout simplement. Ah oui, je suis épatée, les hommes le lisent. J'ai des retours d'hommes. Ils viennent te voir. Ils viennent me voir. Très bien. Ils me disent merci, merci. Maintenant, je sais comment parler avec ma femme de sexualité. On en parle ensemble. J'ai des retours de couples qui le lisent ensemble. C'est leur livre de chevet. Il n'y a pas longtemps, j'ai un agent américain qui m'a dit, écoute, Rachel, une de ses filles s'est mariée et il a offert ce livre. Donc lui, il n'est pas très à l'aise avec le titre. Il n'est pas très à l'aise avec le sujet, c'est très rigolo. Et il a offert mon livre à sa fille le jour de son mariage. Et elle lui a répondu en rentrant de son voyage de noces, papa, on a dévoré le livre. C'était notre lecture tous les soirs pendant notre lune de miel, là, notre voyage de noces. Il disait, tu te rends compte, Rachel, ma fille, elle a lu ton livre pendant son voyage de noces. les hommes le lisent, ouais, c'est très impressionnant. Alors, à la question de Christiane Lamé, comment dans 5 ans te vois-tu? Il y a un autre livre déjà en préparation? Il y en a deux. Deux autres en préparation. Il y a 2 autres livres en préparation. Le prochain, j'espère, sortira cette année. Je vais traiter l'abus. En fait, je veux aider les femmes à vivre après un abus sexuel, bien sûr. Pas seulement survivre, mais vivre aussi leur sexualité pleinement. Et donc, je ne vais pas trop t'en dévoiler, mais oui, il va être très pratique à mettre dans les mains des femmes qui ont besoin de retrouver de l'espoir et de découvrir une sexualité à nouveau, dans les mains de ceux qui veulent aider aussi, ou qui sont mariés, ou qui, enfin, tu vois, ça sera très pratique. Voilà, de belles choses en devenir. Oui, c'est ça. Merci Rachel. Merci Nath. À tout de suite. Alors Rachel, on a une habitude ici, nos invités ramènent un objet. Qu'as-tu ramené avec toi? J'ai hésité entre plusieurs choses, mais je vais te donner mon résultat final. En fait, j'ai un objet qui ne me quitte jamais, c'est ma croix huguenote. Tu vois, ce collier-là. Tu peux regarder, je l'ai toujours sur moi. Je ne l'enlève même pas pour me doucher, rien. Je n'enlève jamais cette croix. Je pense qu'elle représente ma foi. La croix huguenote, c'est une représentation de l'Église persécutée. Je suis d'une famille huguenote, j'ai un certificat. Je suis trop fière. J'ai une arrière, je ne sais pas combien de arrière, mais grande-tante qui a été brûlée pour sa foi. Et je pense que la bénédiction qui démarre peut-être à cette femme ou peut-être au-dessus, je ne connais pas d'histoire au-dessus, mais au minimum à cette femme-là, c'est à couler sur les générations suivantes. Et la foi est vraiment forte, la force est vraiment forte dans notre famille. Tu vois, la foi est vraiment forte dans notre famille et ça, pour moi, c'est ce symbole, c'est ce que ça veut dire. Ma foi est forte à toute épreuve parce que mon Dieu est fort. Ouais. Merci Rachel. Alors Rachel, notre séquence tac au tac commence. Allez, je suis prête. Tu es prête? Oui. On y va. On y va. Quelle est la personne avec qui tu pourrais parler de n'importe quoi? Eric. La chose que tu considères comme étant une corvée? Le repassage. Y a-t-il une chose que les gens ne comprennent jamais chez toi? Ah oui, qui je suis. Qu'y a-t-il au moins une chose sur ta liste de cadeaux cette année? Ma liste cadeau? Oui. Du chocolat. Quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais faite et que tu aimerais faire? Pas beaucoup de choses folles que j'aimerais faire. À quoi penses-tu quand tu es seule? À dormir.
Quelle est ton idée des vacances parfaites? Au bord de la mer, pas trop longue, à découvrir une nouvelle ville avec mon chéri. La critique qui t'a le plus blessée? Les critiques ne me touchent pas beaucoup en fait. Je choisis de les faire glisser comme de l'eau sur des plumes de canard. Le métier que tu n'aurais jamais pu exercer? Conseiller. Le plat que tu rates toujours? Oh là là, les choux de Bruxelles. Parce que je le fais pas. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te cognes un orteil? Ouch. Quand penses-tu qu'une personne est prête pour le mariage? Quand elle se marie pour les bonnes raisons. Comment célèbres-tu tes succès? Avec mon chéri. La dernière fois où tu as pleuré? Là, tout de suite, avec toi. Enfin, c'est comme ça que je pleure. Hein. Je pleure pas beaucoup. Que ferais-tu en instant d'une journée si tu étais invisible? J'irais regarder des trucs que j'ai pas le droit de voir d'habitude. Quel est ton personnage de film ou télésérie qui te décrit parfaitement? Wonder Woman. Je le savais. Bah oui, je suis désolée. Préfères-tu les chiens ou les chats? Ni l'un ni l'autre. Crois-tu au coup de foudre? Oui. Merci Rachel. Merci Nat. Alors Rachel, on arrive au bout de ce moment. C'était un plaisir d'être avec toi, oui, avec moi, vous. J'ai apprécié, c'était vraiment génial. Et puis comme d'habitude, on veut te laisser la parole. Voilà, tu partages ce que tu souhaites à nos internautes qui nous regardent. Oui. Bah alors en fait, moi j'ai envie de vous dire « et alors ?» C'est ma grande phrase. Et alors, c'est « et alors, il restera mon Dieu ». En fait, je parle de Shadrach, Meshach et Abednego en face de la fournaise ardente. Quand le roi leur dit « alors, est-ce que votre Dieu va vous délivrer de ma main ?» Et ils disent « qu'il nous délivre ou pas, il reste mon Dieu ». Et en fait, c'est ce que je voudrais vous laisser. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, si vous arrivez à vous mettre dans cette position « et alors, qu'est-ce qui peut m'arriver que mon Dieu ne puisse pas vaincre ?» Pour moi, en fait, il est toujours avec vous, il est là, il vous protège, il vous aime et il sera aujourd'hui avec vous comme il était hier et comme il sera demain. Et alors, le diable ne peut rien faire contre vous, que Dieu ne permette et Dieu est toujours avec vous. Donc, restez ferme dans votre foi jusqu'au bout. Merci Rachel. Merci, et je te propose de faire un selfie ensemble, super. Comme d'habitude, avec tous mes invités. Alors, merci et à bientôt. À bientôt.